Bonjour à tous. J'ai l'honneur et le plaisir d'introduire mon maître, le professeur Jean-François Cordier, chez qui j'ai eu le privilège de passer 2 de mes meilleures années de formation en pneumologie et à qui je dois tout le respect et le remerciement pour tout ce que je suis aujourd'hui. Le professeur Cordier est professeur de pneumologie à l'université Claude Bernard Lyon 1, chef de département de pneumologie à l'hôpital Louis Pradel de Lyon, et il est responsable du Centre national de référence des maladies pulmonaires rares à Lyon. Ses centres d'intérêt sont particulièrement les pneumopathies infiltrantes diffuses, dont la fibrose pulmonaire idiopathique, les vascularites et la lymphangioleuomyomatose. Le professeur Cordier va nous parler maintenant des nouveautés dans les maladies éosinophiliques pulmonaires. À vous la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être de retour au Liban, où je n'étais pas venu depuis les années 2000, lorsque j'étais président de la Société de pneumologie de langue française. Et c'est toujours pour moi un bonheur de rencontrer les médecins libanais dont je connais les qualités scientifiques et humaines. Je remercie Carole pour les mots qu'elle a eus et je suis heureux de dire devant la communauté pneumologique libanaise que Carole a été une de mes plus brillantes élèves et aussi bien pour l'acquisition de compétences scientifiques que par ses qualités humaines. Donc c'est un très grand plaisir de venir ici parler sous sa présidente qui montre l'évolution heureuse de la médecine. Donc nous avons une matinée qui va être largement consacrée à la pathologie éosinophilique et pour commencer et en quelque sorte fixer le décor, je voudrais faire une mise au point sur les maladies pulmonaires rares ou du moins qui sont reconnues. Où faut-il diriger le... Bon, c'est pas grave. Alors, il faut se rappeler d'abord que les pneumopathies éosinophiles sont un très vaste ensemble qui comporte des maladies de cause déterminée, de cause connue, et des pneumopathies de cause indéterminée. Et avant de penser qu'une pneumopathie est idiopathique, il est très important de vérifier toutes les causes déterminées pour ne pas s'embarquer sur un traitement potentiellement lourd sans avoir éliminé des causes qui peuvent être traitées. Il faut d'abord insister sur les pneumopathies éosinophiles d'origine parasitaire et notamment la filariose, les pneumopathies à Ascaris, ce qui avait été décrit initialement comme syndrome de Loeffler, le syndrome de Larva migrans qui est présent notamment au niveau des villes. Ce sont des infections qui sont acquises par les déjections des chiens. Le strongyloides stercoralis, les infections opportunistes chez les patients immunodéprimés et qui peuvent se présenter avec une pneumopathie, avec une augmentation des éosinophiles sanguins. Et puis il y a toute une série d'autres agents parasitaires qui sont plus rares, mais qui doivent être considérés en fonction du lieu où a été acquise la maladie. Il y a également des manifestations d'origine fongique, comme l'aspergillose bronchopulmonaire allergique, sur laquelle il y aura un exposé dans quelques instants. Et puis un domaine qui est compliqué, qui est celui des pneumopathies éosinophiliques iatrogéniques. Ces pneumopathies sont relativement rares, mais il ne faut pas les laisser passer. Par exemple, elles peuvent survenir avec des médicaments aussi communs que la minocycline. Et il faut donc être très vigilant et passer en revue systématiquement, notamment en consultant le site internet pneumotox.com, s'assurer que les médicaments que prend le patient ne sont pas des médicaments susceptibles de donner des pneumopathies iatrogéniques. Et puis il y a une cause plus rare qu'il faut quand même connaître, qui est les pneumopathies éosinophiles qui surviennent après une radiothérapie. Nous avions décrit il y a déjà pas mal de temps les pneumopathies organisées, les BOOP, post-radiques après cancer du sein,
mais il peut exister, et en particulier chez des patients qui ont, entre guillemets, un terrain allergique, des pneumopathies éosinophiles de la même cause. Donc, il est vraiment très très important, lorsque l'on est confronté à une pneumopathie éosinophile, d'envisager toute une série de causes déterminées. Si l'on passe aux causes indéterminées, il y a évidemment le grand groupe des pneumopathies chroniques idiopathiques éosinophiles et des pneumopathies aiguës idiopathiques, et puis ce que l'on appelle maintenant la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, qui est la nouvelle dénomination du syndrome de Churg-Strauss et dont nous reparlerons dans un moment. Il existe donc deux types distincts de pneumonie éosinophile, les formes chroniques et les formes aiguës. La forme chronique est la mieux connue, c'est une maladie qui reste une maladie rare, de prévalence inconnue. L'âge moyen au moment du diagnostic est d'environ 45 ans, et il y a curieusement une prédominance féminine très nette dans toutes les séries, 2 fois plus de femmes que d'hommes sont atteintes. Plus de 90% des patients sont des non-fumeurs, et il existe des antécédents d'asthme chez un nombre non négligeable de patients, 30 à 50%. Le début est en général progressif, avec une durée moyenne de 20 semaines avant le diagnostic. Sur le plan des manifestations cliniques de la dyspnée et de la toux, à l'auscultation des râles crépitants et ou des sibilances, et des manifestations générales d'asthénie, une fébricule, et une perte de poids qui est souvent impressionnante, plus de 10 kg chez 10% des patients. Sur le plan d'imagerie, ce sont des opacités infiltrantes à la radiographie, habituellement bilatérales et périphériques, et un point très important est leur caractère migrateur, c'est-à-dire qu'une opacité du lobe supérieur gauche peut disparaître et il y a une opacité qui apparaîtra au niveau du lobe inférieur droit. Sur le plan tomodensitométrique, on va avoir des opacités alvéolaires, parfois des adénopathies et parfois des épanchements pleuraux. Alors, qu'est-ce qu'on me... Pourquoi cette interruption dans le... OK, on clique sur ça. C'est bon. Voilà. Bien. Excuse pour cette interruption de l'image. Donc voici des opacités tout à fait caractéristiques et évocatrices d'une pneumopathie chronique éosinophile avec des opacités qui siègent dans les lobes supérieurs. Ces opacités peuvent être plus dispersées. Elles peuvent être d'une prédominance unilatérale. Vous avez ici cet aspect de condensation au niveau des lobes supérieurs avec des bronchogrammes aériques. Les lésions sont souvent plurifocales et périphériques adossées à la paroi. Et il y a parfois, occasionnellement, des formes de prédominance unilatérale, comme vous le voyez ici, avec un superbe bronchogramme aérique. Voilà d'autres aspects que l'on peut observer. Ici, c'est un aspect qui est plutôt celui que l'on voit lors de l'évolution sous corticoïde avec ces images plus de type infiltrant. Il y a parfois des images à type de nodule ou de masse, toujours avec un bronchogramme aérique. Sur le plan de l'éosinophilie, elle est pratiquement toujours présente, plus de 1000 par millimètre cube, habituellement plus de 1500, et l'éosinophilie disparaît dans les 24 heures qui suivent la prise de corticoïdes. Donc il est très important, sur un plan pratique, lorsque l'on suspecte une pneumopathie éosinophile, de demander au patient d'aller au laboratoire de biologie en sortant de votre cabinet pour faire la prise de sang et ne prendre les corticoïdes qu'à partir du moment où une prise de sang aura été réalisée. Sinon, on peut se retrouver avec une situation où la prise de corticoïdes fausse la numération sanguine. Le lavage alvéolaire, lorsqu'il est fait, montre plus de 25% d'éosinophiles et le plus souvent des taux supérieurs à 40%. Alors voilà par exemple dans notre série de 62 cas qui avait été faite par Éric Marchand, vous voyez un taux d'éosinophile qui est à 5,5 giga par litre en moyenne. Lorsqu'il y a un lavage, ici dans notre série, on avait 58%
d'éosinophiles. Donc c'est vraiment une prédominance d'éosinophiles. Il y a toujours plus d'éosinophiles que de neutrophiles. Une atopie est trouvée chez un certain nombre de patients, mais elle n'est pas constante et ne peut pas être considérée comme un élément du diagnostic. Alors ces pneumopathies chroniques sont relativement connues, mais je voudrais vous parler maintenant des pneumopathies aiguës idiopathiques à éosinophiles, et notamment pour remettre en cause le terme d'idiopathique. En effet, ces pneumopathies à éosinophiles sont très rares. L'âge moyen de survenue est d'environ 30 ans. Il y a, contrairement à la forme chronique, une prédominance masculine et un début aigu dans le mois qui précède la consultation. Il y a une dyspnée, une fébricule, des douleurs thoraciques, parfois des myalgies, des râles crépitants à l'auscultation, plus que des sifflements. La définition est, pour la forme non sévère, un début aigu de manifestations fébriles, moins d'un mois, et en particulier moins de 7 jours avant les examens médicaux, des opacités infiltrantes sur la radiographie, une éosinophilie sanguine avec plus de 25% d'éosinophiles au lavage alvéolaire, et l'absence de cause déterminée de pneumopathie aiguë. Et ce qui est très important à retenir, c'est que cette éosinophilie alvéolaire contraste avec souvent une numération sanguine normale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter sur la numération sanguine pour faire le diagnostic de la pneumopathie aiguë à éosinophile. Il existe des formes sévères où les patients remplissent les critères de l'acute lung injury ou de la RDS. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été remarqué qu'à la fois dans les formes non sévères et sévères, on notait un début récent du tabagisme, une reprise de tabagisme ou une augmentation du tabagisme. Et une étude récente a été réalisée en Corée du Sud, qui est une étude quasi expérimentale, puisque dans ce pays, tous les militaires, ils sont nombreux, doivent être traités dans des hôpitaux militaires. Et tous doivent être transférés de plus de 20 hôpitaux militaires répartis dans le pays, dans un centre tertiaire de référence où on peut faire des fibroscopies bronchiques. Donc tous les patients qui présentent des tableaux de pneumopathie aiguë sévère sont envoyés dans ce centre. Et cette étude a porté sur 137 patients présentant une pneumopathie aiguë idiopathique à éosinophile, âge moyen 20 ans, 58% avec un tableau d'insuffisance respiratoire sévère, une éosinophilie sanguine qui n'était présente que dans un tiers des cas, comme je vous l'indiquais, et qui contrastait avec un pourcentage médian d'éosinophiles au lavage de 40%. On est donc bien dans cette situation, pneumopathie aiguë sévère, avec pas toujours une hyperéosinophilie sanguine, mais le lavage fait le diagnostic. En ce qui concerne l'imagerie, on retrouve des opacités en verre dépoli ou des aspects de condensation, des épaississements interlobulaires, des nodules centrolobulaires, et ce qui contraste avec la pneumopathie chronique à éosinophile, un épanchement pleural qui est bilatéral dans la majorité des cas. Le tableau radiologique, vous le voyez ici, c'est un tableau de poumon blanc bilatéral d'ARDS, mais ces patients n'ont pas d'ARDS. En ce qui concerne l'imagerie, vous voyez ici les bronchogrammes aériques tout à fait caractéristiques et l'épanchement pleural. C'est donc une pneumopathie aiguë sévère pour laquelle il faut savoir penser à l'éventualité d'une pathologie éosinophile. Et dans cette population, il n'y avait que 2 patients qui n'avaient pas fumé ou étaient des fumeurs anciens, et 99% des patients étaient des fumeurs. 71 avaient débuté le tabac quand ils ont commencé leurs activités militaires depuis 1 mois. 41 avaient repris le tabac après un arrêt de plus d'1 an et 13 patients avaient une augmentation de leur nombre de cigarettes consommées. Et la durée entre le début de l'augmentation de tabagisme et les manifestations était de 17 jours. La grande majorité de ces patients ont été traités par des corticostéroïdes et ont guéri complètement.
Et le bénéfice de la corticothérapie était identique pour 2 semaines de traitement contre 4 semaines de traitement. 7% seulement des patients se sont améliorés, ont guéri spontanément. Et il y a eu une diminution des éosinophiles, mais avec une augmentation à 14 jours. Pour 42 patients qui ont repris le tabagisme, il n'y a pas eu, à une exception près, de rechute. Donc vous voyez que ces pneumopathies aiguës à éosinophiles sont quelque chose d'important et elles ne méritent plus leur nom d'idiopathique dans la grande majorité des cas, puisqu'on a par cette étude la preuve qu'il s'agit d'une pathologie liée au tabagisme intense et récent. Donc, devant toute pneumopathie aiguë sévère, en particulier chez un jeune, il faut poser la question, est-ce que vous vous êtes mis à fumer au cours des jours passés, des semaines passées, et on s'aperçoit qu'un grand nombre de patients déclarent cette exposition. Donc c'est quelque chose de méconnu et je vous invite à y être très attentif. Le deuxième élément dont je voudrais vous parler est un syndrome que nous avons décrit récemment et qui va paraître dans le ERJ dans les jours qui viennent et dont je vous donne la primeur. Il y a eu au Japon quelques cas de patients isolés qui avaient une éosinophilie alvéolaire et sanguine, des signes tomodensitométriques de bronchiolite et une bronchiolite à éosinophile à la biopsie. Chez ces patients, une amélioration a été obtenue sous corticoïdes, mais avec des rechutes à l'arrêt des corticoïdes. Notre étude a comporté quelques cas définis ainsi. Une éosinophilie sanguine supérieure à 1 giga par litre et ou un taux d'éosinophile au lavage supérieur à 25%, un trouble ventilateur obstructif persistant, non amélioré par l'inhalation de bronchodilatateurs et de corticostéroïdes, et qui avait une biopsie pulmonaire avec des signes de bronchiolite éosinophilique et ou des caractéristiques tomodensitométriques directes de bronchiolite. Les signes directs de bronchiolite, ce ne sont pas les aspects en mosaïque, ce n'est pas le trapping expiratoire, ce sont les signes de nodules centrolobulaires mal définis, des opacités branchées en V ou en Y, essentiellement à la périphérie des poumons, et puis surtout le train bud pattern, c'est-à-dire l'aspect d'arbre en bourgeon. Voici l'exemple d'un de nos patients, un homme de 46 ans, qui présente une toux persistante, chronique, épuisante. La spirométrie est normale. Je lui donne des corticostéroïdes, la toux disparaît, mais à l'arrêt des corticoïdes, il rechute avec cette fois-ci un trouble obstructif. Le taux d'éosinophile est à 1,9 giga par litre. On fait des investigations approfondies qui nous montrent que ce patient a en fait le variant lymphoïde du syndrome hyperéosinophilique idiopathique avec des phénotypes aberrants et des réarrangements des récepteurs des lymphocytes T. Alors, c'est notre série, je ne sais pas si c'est bien visible. Le point important, c'est qu'il y a 3 patients qui n'ont pas d'histoire d'atopie ou d'asthme ou de polypose nasale. 3 ont des signes compatibles avec une atopie. Au niveau des tests cutanés, ils sont dissociés. Le taux d'IgE n'est augmenté de manière très importante que chez notre premier patient. Et, chose importante, quand on recherche la biologie aspergillaire, on s'aperçoit qu'elle est négative chez la plupart des cas, mais qu'il y a des positivités dissociées pour 2 patients. Le tabagisme n'a pas été important et tous les patients ont été testés pour l'existence d'anticorps anticytoplasme des neutrophiles et étaient négatifs. Alors vous voyez ici l'aspect très typique, très caractéristique de l'arbre en bourgeon qui est en périphérie, que vous voyez également ici, ce sont ces images sous-pleurales, mal définies, relativement peu denses. Et chez notre patient, il y avait cet aspect curieux qui a été rapporté également au cours de la pneumopathie chronique idiopathique et éosinophile et au cours du syndrome de Churg-Strauss, mais qui est très rare, qui sont ces granulations blanchâtres
qui ne peuvent évidemment pas échapper à l'œil de celui qui a déjà fait quelques fibroscopies. Donc c'est quelque chose, on est dans un contexte quand même extrêmement particulier. Parfois, outre les manifestations d'opacité centrolobulaire, vous voyez, il y a beaucoup de nodules, outre les aspects d'arbre en bourgeon, on peut voir des opacités qui correspondent probablement à un comblement de bronches plus importantes. Et vous voyez ici cette coexistence d'images de budding-tree, mais aussi ces images de bronchectasie un peu en doigt de gant, dont on va nous parler dans quelques instants et qui sont très évocatrices d'aspergillose bronchopulmonaire allergique, mais aucun de nos patients n'avait d'ABPA avéré. Même chose, regardez ce superbe tree in bud à la périphérie, et là encore, ces images en doigt de gant. Alors, un de nos patients a eu une biopsie, et vous voyez cette infiltration éosinophilique au niveau de la muqueuse bronchique, avec également des éosinophiles qui sont présents dans les lumières et qui contribuent évidemment à créer cet aspect d'arbre en bourgeon. Voici à nouveau une image, une bronchiole avec une inflammation, mais toute la lumière est occupée par des éosinophiles. Il y a une éosinophilie très importante des voies aériennes, il y a également une pneumopathie alvéolaire à éosinophile, mais très clairement, l'élément essentiel se situe au niveau des voies aériennes. Alors voilà nos patients, c'est sûrement pas très bien lisible, mais ce qui est clair, c'est que pour tous ces patients, il y a eu une chute considérable du VEMS, un trouble ventilatoire obstructif souvent sévère. Le premier patient a eu un VEMS qui est passé de 3,2 à 2 litres. Le deuxième patient est passé de 0,9 à 3 litres. Donc ce sont des troubles obstructifs sévères, non réversibles par le traitement habituel de l'asthme, et avec des rechutes souvent, le plus souvent, presque toujours, à la diminution ou à l'arrêt des corticoïdes. On est donc vraiment en présence d'une pathologie qui est très corticodépendante. Alors, la HOB, Hypereosinophilic Obliterative Bronchiolitis, peut être idiopathique, ce sont les cas évidemment les plus caractéristiques. Elle peut être un élément associé de l'aspergillose bronchopulmonaire allergique, et il faut bien, dans la BPA, penser qu'à côté des manifestations au niveau des grosses bronches, qui vont donner lieu à ces bronchectasies bien caractéristiques, il y a souvent une bronchiolite associée et un trouble ventilatoire obstructif qui ne sera pas toujours réversible. Et puis on en reparlera tout à l'heure, on peut l'avoir au cours de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, le GPA, le syndrome de Churg-Strauss. Il peut y avoir des formes induites par des médicaments, et notamment, nous avions publié il y a pas mal d'années une observation de pneumopathie éosinophilique à l'aminocycline, qui était en fait, avec le recul, une forme tout à fait caractéristique de bronchiolite hyperéosinophilique. Et puis, comme je vous l'ai montré avec le premier cas que j'ai présenté, on peut avoir une bronchiolite aéosinophile au cours d'un syndrome hyperéosinophilique idiopathique primitif, c'est-à-dire qu'il faut faire une enquête étiologique extrêmement large pour rechercher une cause possible. Le traitement de la HOB, les corticoïdes inhalés et les bronchodilatateurs ne sont pas efficaces, les corticoïdes oraux sont nécessaires. Ici, la dose de prednisone nécessaire pour contrôler la maladie est supérieure à 20 mg, il faut penser à ajouter des immunosuppresseurs pour épargner les corticoïdes. En conclusion, les maladies éosinophiliques pulmonaires représentent un spectre très large de manifestations qui peuvent être aussi bien aiguës et parfois dramatiques, ARDS nécessitant hospitalisation en réanimation, ou au contraire des manifestations chroniques et relativement insidieuses. Elles peuvent être des anomalies parenchymateuses, des pneumonies, ou une maladie des voies aériennes.
Elles peuvent être de causes déterminées, et il faut prendre la checklist, parce qu'on ne la connaît pas par cœur, enfin je ne la connais pas par cœur, il faut vraiment checker, il faut prendre la liste des médicaments et vérifier, ou elles peuvent être idiopathiques, et toutes ces maladies représentent un défi systématique pour tous les pneumologues. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Cordier, pour cette excellente présentation et le respect du temps. Nous avons 3 minutes de questions. Docteur Bazarbachi. Merci, Monsieur Cordier. J'ai 2 brèves questions. Chez une patiente qui a 32 ans, chez qui on diagnostique la maladie dans sa forme chronique, qui était enceinte de 6 mois, et chez qui on voit développer dans les 18 mois suivantes, d'une part un syndrome de Raynaud, et puis quelques mois plus tard, une polyarthrite rhumatoïde avec des anti-CCP positifs. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que ça cadre dans une entité quelconque? C'est la première question. Comme vous le savez très bien, ce n'est pas classique dans la polyarthrite rhumatoïde de développer une pneumopathie éosinophile. Ça a déjà été rapporté occasionnellement, mais c'est trop rare pour que l'on puisse faire un lien entre les deux. Bon, il faut s'assurer évidemment qu'elle n'avait pas pris de médicaments à ce moment-là. Si après la maladie disparaît, on en reste à une coïncidence. Si, par contre, la maladie est présente, s'il y a toujours une nécessité de prise des corticoïdes, il faut attendre de voir comment les choses vont tourner. Si c'est quelqu'un qui avait des anti-CCP, par exemple? Oui. D'accord, donc toute une polyarthrite tout à fait classique. On était surpris à 32 ans de l'avoir développé, mais... Bon. D'autre part, le syndrome de Raynaud peut se voir dans la polyarthrite rhumatoïde, mais n'est pas classique. Donc ce que je crois, c'est qu'il faut rester très attentif pour l'éventualité d'une connectivite mixte avec des signes de polyarthrite et même biologiques, et voir si la maladie, si une pathologie éosinophile se développe au cours du temps ou non. Chez cette même patiente, lors du diagnostic initial de la maladie chronique éosinophile pulmonaire, on a été un peu gêné par le taux d'éosinophilie sanguine qui était à 5-6 000, oui. Ce qui nous avait aussi peut-être fait rechercher un syndrome hyperéosinophilique, d'autant plus qu'il y avait des signes cliniques de l'éosinophilie sanguine. On a été jusqu'au myélogramme, biopsie de moelle, etc. Est-ce que c'est... Le myélogramme et la biopsie de moelle n'ont pas beaucoup d'intérêt. Dans le syndrome oui, dans le syndrome hyperéosinophilique. Ce qui compte maintenant, c'est les recherches de mutation. Hein, le variant myéloprolifératif, hein, et puis le variant lymphoïde, dont je rappelais les caractéristiques à propos du cas de mon patient. Donc c'est quelqu'un qu'il faut suivre, comme on dit, comme le lait sur le feu. Merci, M. Gourdet. Dans le même ordre d'idée, donc, pour votre série que vous avez décrit, tous les patients ont eu un médulogramme et c'était une variante lymphoïde. Est-ce que ça implique un traitement spécifique plus que les immunosuppresseurs, comme par exemple des antityrosine kinases ou autre chose? Alors, les antityrosine kinases sont utiles pour le variant myéloprolifératif. Mais pour le variant lymphoïde, c'est quelque chose qui est encore très mal connu. C'est-à-dire que certains patients ont ces anomalies biologiques, mais ont une forme de maladie pulmonaire banale qui répond à de petites doses de corticoïdes, mais souvent, et là j'ai vu avant de partir mardi, une patiente que je suis pour un asthme difficile, un asthme avec une hyperéosinophilie permanente, qu'on a toutes les peines du monde à contrôler avec des doses de corticoïdes supérieures à 20 mg, et chez cette personne, on a fait le bilan biologique systématique et on a trouvé un variant lymphoïde du syndrome hyperéosinophilique. Alors dans ces cas-là, on ne sait pas très bien quoi faire. C'est difficile d'entreprendre un traitement de type azatioprine ou, a fortiori, un traitement de type maladie lymphoïde hématologique, si on arrive à un contrôle avec des doses qui ne dépassent pas 20 mg de prédnisone. C'est notre marge, pour ce qui nous concerne, pour introduire un traitement immunosuppresseur en plus des corticoïdes. Dernière question.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir quelle est l'évolution naturelle des pneumopathies éosinophiles non traitées, sans traitement par corticoïdes. Les formes aiguës ou chroniques? Les deux. Les deux. Autre question, peut-être j'ai raté le début. Quelle est la prévalence de telles pneumopathies éosinophiles? Cette prévalence est inconnue, elles sont très rares et de ce fait, il n'y a pas aucune donnée épidémiologique. Notre série de pneumopathies chroniques éosinophiles date de nombreuses années, je dirais. C'était 62 cas et depuis, il n'y a pas eu de série publiée. Donc ce sont des maladies vraiment très, très rares. Et par rapport à l'évolution? Par rapport à l'évolution, le problème, c'est que dès lors qu'on a le diagnostic, on traite. Et la guérison est la règle de toutes les pneumopathies chroniques idiopathiques éosinophiles. En ce qui concerne les formes aiguës, il y a des patients qui ont quelque chose qui est sans doute un overlap pneumopathie aiguë éosinophile ARDS et quelques patients décèdent. Mais c'est très rare. Toute la pathologie éosinophile, et c'est ce qui fait beaucoup aussi son intérêt, c'est qu'il y a une évolution favorable pratiquement systématiquement sous corticoïdes, d'où l'importance de faire le diagnostic. Mais la mortalité n'est pas connue. Parce qu'il y a probablement des patients qui font la maladie, qui meurent et qui n'ont pas de diagnostic. Est-ce qu'il peut y avoir une autorégression des lésions? Une régression spontanée des lésions sans traitement? D'accord, merci. Une dernière question. Donc pour les internistes qui ont des hyperéosinophilies sanguines, quel bilan pulmonaire vous recommandez aux patients? Si on voit une hyperéosinophilie sur la formule sanguine, sans manifestation clinique, est-ce qu'il y a un bilan pulmonaire qu'il faut faire? Le bilan pulmonaire, s'il y a une éosinophilie sanguine avec des opacités infiltrantes classiques, le lavage alvéolaire n'est pas obligatoire si c'est une femme jeune, en excellente santé, sans VIH, sans cause évidente. Dès qu'il y a des éléments étiologiques possibles, il faut faire systématiquement un lavage alvéolaire. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui a des facteurs de risque d'une infection VIH, il ne faut pas laisser passer une infection à strongyloïdes ou une infection opportuniste. Donc il faut graduer un petit peu la prise en charge en fonction du contexte et de la sévérité.